Rachel, you dumb fucking. You dumb fucking bitch! I'm gonna fuck you! Oh my god, je la déteste. 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 Oh my god. Oh my God. Oh my God. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Anaïs, Bibi pour les intimes. Et comme on est entre intimes, vous pouvez m'appeler Bibi. Ici on parle de pop culture, de films, de séries et tout ce qu'il y a entre. On parle aussi de mode. Il y a le Met Gala qui arrive bientôt. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube. I know, le capitalisme m'a attrapé le coup. Alors, j'ai vu The Drama la semaine dernière. Je l'ai vu 2 fois. Yes, I know. Don't judge me. En vrai, jugez-moi, je m'en fous. En vrai, jugez-moi, je m'en fous. Ça y est, j'ai 30 ans. Je suis une nouvelle femme. Et je m'en fous de regarder les autres. En vrai, je m'en foutais déjà avant mes 30 ans. Mais là, je m'en fous encore plus. Donc, jugez-moi. I don't care. The Drama, c'est l'histoire d'Emma et de Charlie, joués par Zendaya et Robert Pattinson, qui s'apprêtent à se marier dans une semaine. Sauf que leur relation, et donc du coup leur mariage, leur futur mariage, est mise à rude épreuve lorsqu'au cours d'un dîner de dégustation arrosé en compagnie de leur couple d'amis déjà mariés, Emma dévoile un secret vraiment fucked up. Vraiment fucked up. Son secret, c'est qu'elle a failli commettre une tuerie de masse. Elle avait prémédité de commettre une tuerie de masse. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu le début de la fin. C'est le chaos dans ses relations, c'est le chaos dans sa relation avec Charlie. Bref, tout part en couille. Alors, ce que j'ai pensé du film, pour moi, c'était vraiment une expérience. Quand j'ai vu le film pour la première fois, je me rappelle, et en fait, je sais pas trop quoi penser. Je sais pas si, à ce moment-là, je ne sais pas si j'ai aimé le film. En tout cas, je sais que je ne l'ai pas détesté. En fait, je pense que j'étais fascinée par ce que je venais de voir. J'étais encore dans l'expérience du film parce que c'est un film qui est vraiment particulier. It's an A24 movie, so c'est un film qui est malaisant, ok? C'est un film qui est dérangeant, c'est un film qui a été écrit pour créer des discussions. Et franchement, je compte même pas le nombre de fois où j'étais en train de me tenir la tête comme ça parce que c'était tellement cringe. I had like c'est quoi le terme? Second-hand embarrassment? Yes, I had second-hand embarrassment. Vraiment, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise et en même temps, c'est un film qui est tellement drôle. Et le sujet est hyper sérieux, le sujet est horrible, le sujet est hyper violent. Mais c'était tellement drôle et en fait, tu sais que tu devrais pas rire, mais c'est tellement bien fait que c'est drôle et du coup, c'est encore plus drôle. You know what I mean? Je pense notamment à cette séquence où Emma, en gros, elle est en train de filmer son manifeste, ok? Elle est en train d'expliquer pourquoi elle commet cette tuerie. Elle est en train d'expliquer qui est visé. Sally, I'm gonna kill you first. That was so funny. C'était tellement drôle. Et en fait, il y a cette séquence, donc du coup, elle essaye de filmer sa vidéo avec sa webcam. En fait, c'est archi drôle parce que du coup, d'abord la webcam se met à faire une mise à jour. Et ensuite, c'est l'ordinateur qui crache et qui fait une mise à jour. C'est archi drôle. Et c'est un film qui a permis d'ouvrir et de conduire à plein de discussions hyper intéressantes. Moi, j'ai eu plein de conversations et de débats avec des gens qui ont vu le film. Parfois avec des personnes qui étaient d'accord, parfois avec des personnes qui n'étaient pas d'accord. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de voir que finalement, les valeurs et les morales de chacun ont un impact sur la manière dont on interprète le film, dont on interprète n'importe quel film en vrai ou n'importe quel média en règle générale. Mais pour ce film en particulier, les valeurs et les morales de chacun ont un impact hyper important dans la manière dont on comprend le film et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a des choses que moi j'ai vues et que d'autres personnes n'ont pas forcément vues. Et en fonction aussi de... Typiquement, moi, je l'ai vu avec un œil de femme noire, puisque that's what I am. Et je pense qu'il y a des choses que moi, j'ai vues dans les dynamiques des relations entre des personnages que d'autres n'ont pas forcément vues. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir qu'à la base, le film n'avait pas forcément été écrit en ayant un personnage noir en tête. Christopher Borgli, quand il écrit le film,
j'imagine en fait que par défaut, il a dû s'imaginer une actrice blanche. Et en fait, c'est jusqu'à ce moment-là, il y a Zendaya qui arrive, qui, je sais pas si elle a auditionné pour le rôle, mais en tout cas, elle est castée pour le rôle. Et en fait, je pense que le rôle n'a pas ensuite été réadapté pour une actrice racisée. Et ça se voit. J'avais fait un TikTok là-dessus où je trouvais hyper intéressant d'étudier la dynamique raciale entre les différents personnages dans le film. Et il y a une personne qui a répondu à mon TikTok et j'ai trouvé que son analyse était hyper pertinente. Et cette personne avait répondu qu'effectivement, mon analyse était intéressante, thank you, mais qu'également ça se voyait que le personnage d'Emma n'avait pas été écrit pour une personne noire à la base, que ça se voyait. Il y a plein de situations dans lesquelles Emma se retrouve qui peuvent directement être liées à sa couleur de peau. Je pense par exemple à l'hostilité explicite de Rachel envers Emma dès le début du film. Quand elle dit, donc elles sont dans un café, donc il y a Emma, Rachel et la collègue d'Emma. Elles sont dans un café et Emma est en train de pleurer parce qu'elle est submergée par l'émotion du fait de parler de son discours, de ses vœux pour son mariage qui arrive très bientôt. Et là, il y a Rachel qui dit peut-être que tu devrais commencer par quelque chose de drôle pour éviter de pleurer parce que t'es moche quand tu pleures. I was... Oh! Et après, elle se rattrape, elle se justifie en disant pas toi spécifiquement, but you know, women in general. Are you not a woman? Then what are you? An alien? Donc du coup, qui est le you in general? Parce qu'elle dit you, elle dit pas us. Elle dit you. So you who? You black women? Et ça, c'était le premier truc où je me suis dit, il y a quelque chose ici. Un autre point que j'ai trouvé hyper pertinent dans le commentaire de cette personne, c'était que, moi ce que j'en tirais, c'était que c'était presque irresponsable en fait de ne pas montrer que l'harcèlement qu'Emma subit, c'était directement lié à sa couleur de peau et aux préjugés racistes. Quand la go là qui l'harcèle et lui dit tu connais pas le déodorant, ne me dites pas que le fait d'être sale ou de sentir mauvais, le bruit et l'odeur de Jacques Chirac. À côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, on peut pas me dire que tous ces préjugés-là ne sont pas associés aux personnes noires. Because it is. Et du coup, ça va amener une question de est-ce que les personnes blanches peuvent raconter des histoires où les personnages racisés sont au centre? Moi, mon avis, c'est que c'est non. Je pense pas que les personnes blanches en soient capables, à moins de vraiment s'éduquer et de vraiment s'intéresser à une communauté qu'ils ne connaissent pas. Quand je pense au Haut de Hurlevent, je fais une vidéo sur ce film que j'ai jamais sorti. Maybe je la sortirai un jour, je sais pas. Mais quand je pense en fait à la communauté artistique mainstream et à celle qu'on voit dans les cinémas, etc., les personnes racisées connaissent archi bien leurs oppresseurs et le système qui les oppresse. Et par contre, les personnes qui font partie de cette classe privilégiés, et c'est pas de leur faute, c'est le système qui les a privilégiés, mais les personnes qui font partie de cette classe-là ne connaissent pas nécessairement les personnes qui sont oppressées par ce système et les personnes qu'ils oppressent aussi sans le savoir. Et parfois en toute conscience, parfois ils oppressent aussi en toute conscience. Donc ils s'intéressent pas nécessairement à ce qui fait leur humanité, à ce qui fait leur complexité, aux luttes auxquelles ils font face tous les jours, parce que ce serait en fait se confronter à ses propres actions, ce serait se confronter à sa culpabilité et au rôle qu'on joue dans l'oppression des autres. Et je peux comprendre que ce soit difficile à faire, mais du coup ça fait des films où le sujet du racisme et le sujet de la couleur de peau est hyper important. Ça fait que tu as des films où ça passe un peu à la trappe. Parce que, je le dis souvent, mais la diversité pour la diversité, ça sert absolument à rien. C'est pas la diversité qui est importante, mais c'est plutôt la représentation. Et la représentation,
vient en fait avec toute cette complexité, avec toute cette humanité qu'il est important de montrer à l'écran. Et là où en fait je trouve que c'est superficiel ou irresponsable, c'est que par exemple il y a beaucoup qui vont interpréter du coup la relation que Rachel entretient avec Emma, ou plutôt l'attitude d'Emma comme une personne qui est juste une mean girl ou qui est juste jalouse. Alors qu'en fait pour moi la jalousie et l'hostilité de Rachel envers Emma n'est qu'un symptôme en fait de son racisme. Rachel is a racist bitch. Rachel is a racist bitch and let me tell you why. Quand elle dit que son mari a grandi avec des armes et que son mari la regarde en mode mais qu'est-ce que tu racontes en fait, il y avait des armes chez moi parce que mon père est policier. Parce qu'en fait elle décrit l'environnement de son mari comme si en fait il avait grandi parmi les gangs, parmi la violence, genre le mec il a grandi dans le Bronx quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Et donc du coup vraiment il la regarde, il est en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Mon père il était policier et il avait des armes. Mais il avait pas un arsenal en fait, c'était son outil de travail. Et donc pourquoi tu supposes avant même ça, comment ça se fait que tu ne sais pas ça sur ton mari? La personne avec qui tu t'es engagé à vie. Genre, tu sais pas que ton beau-père, il est policier? Quel genre de relation, du coup, t'as avec ta belle famille, en fait? Parce que, du coup, je comprends pas. Et donc, le fait juste de supposer qu'en fait, son mari a évolué dans un environnement hyper violent, avec plein de violence et plein d'armes et plein de etc., that's racist. That's racist. Parce que tu penses ça parce qu'il est noir, en fait. Je trouve que ça n'a pas été assez mis en avant. Je trouve que ça n'a pas été explicité suffisamment dans le film. Et en fait, pour moi, The Drama, c'est une belle mise en scène de ce que subissent les femmes noires et les femmes racisées, en règle générale. C'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de faire un faux pas. Et quand on en fait un, il nous est accordé beaucoup moins de grâce par rapport aux femmes blanches. Et ça s'illustre par la réaction de tout le monde, mais notamment de Rachel envers Emma, lorsqu'elle dévoile donc, du coup ce terrible secret. Et en fait, c'est assez drôle parce que elle n'a pas été jusqu'au bout de son acte, c'est un presque acte, c'est une intention. Même si moralement, c'est fucked up, bah en fait, techniquement, elle est innocente parce qu'elle l'a pas fait. Et je veux pas minimiser la préméditation, je veux pas déresponsabiliser Emma de son presque acte, mais le fait en fait d'avoir dévoilé ce secret-là, ça a effacé toutes les belles choses qui faisaient sa personne, ça a effacé toutes les preuves de son empathie, toutes les preuves de sa gentillesse. Et du coup, on voit en fait ces flashbacks de Charlie où il se remémore tous les accès de colère et tous les accès de violence d'Emma. Que ce soit quand elle s'énerve contre un chauffard qui manque de les écraser à un passage piéton. Je me serais énervée aussi. Ou bien il y a aussi ce flashback pendant une de leurs sessions d'oraux là. Qu'elle essaye de tenter un truc et qu'elle le gifle et qu'il se dit peut-être que ma meuf c'est une psychopathe. Mais c'est vrai que en fait comme le secret est tellement fucked up, ça a effacé toutes ces preuves d'empathie. Il y a un moment où c'est hyper rapide, mais il écrit dans son discours, donc avant d'avoir effacé son discours, il écrit j'adore quand tu pleures, quand tu nourris les écureuils. Genre même le fait de nourrir des écureuils, ça la fait pleurer. En fait, elle est hyper émotive. Quand elle est prise d'une crise de panique parce qu'en fait, elle vient de se rendre compte que ça y est, en fait, elle est effectivement dans une relation sérieuse avec Charlie et que ça lui fait peur parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Excusez-moi, mais je sais pas, moi c'est pas le signe de quelqu'un qui est une psychopathe et qui... Oh, I don't know. Et pour moi, ça la rend beaucoup plus humaine. Pendant ce temps-là, il y en a une, elle a enfermé un gosse. La police l'a cherché et elle a jamais rien dit. Donc le gosse, en fait, ça se trouve, il est dead. Parce qu'au début, quand on lui demande, ouais, l'enfant, il est devenu quoi? Elle dit, je sais pas. Et après, elle dit, no, don't worry, he's alive. Liar. She's a lying bitch, en plus d'être raciste. L'autre, il a utilisé sa meuf comme un bouclier quand il se faisait attaquer par un chien. Et l'autre, il a soi-disant cyberbully, et j'ai mis des guillemets parce qu'en fait, j'y crois pas du tout à cette histoire. Mais il aurait cyberbully un enfant jusqu'à ce que sa famille déménage. Il y a des gens qui se suicident pour ça, en fait. Donc, ils ont tous les trois agi, ils ont été jusqu'au bout de... soit de leur impulsion de violence, soit de leur impulsion de lâcheté. Et Emma,
qui n'a pas été jusqu'au bout, en fait, de sa préméditation, est la vilaine de l'histoire. C'est un truc que j'aurais pu comprendre si les autres n'avaient pas été jusqu'au bout de leur truc. But that's fucked up. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante dans ce film, c'est la manière dont les personnes blanches sont déresponsabilisées, sont infantilisées par les personnes autour d'eux, y compris par des personnes noires. Je prends pour exemple quand Charlie donc dévoile qu'il a cyberbully un gosse jusqu'à ce que sa famille déménage et que son pote Mike, homme noir, qui lui dit « Oh, mais vas-y, ça c'est rien, parce que de toute façon, t'avais 15 ans et ton lobe frontal, en fait, il était même pas développé avant 25 ans. » Et s'il y a bien un truc qui était archi pertinent, archi accurate dans ce film, c'est que men will protect men. Genre à 15 ans, tu sais pas que c'est mal de cyberharceler d'autres personnes sur Internet. L'histoire, j'y crois moyen à cette histoire de cyberbullying parce que on se rend vite compte dans le film que Charlie n'a aucune personnalité, n'a aucune intégrité intellectuelle et que son but ultime, c'est d'être bien vu par les personnes autour de lui. Il vit pour les caméras. Il vit pour l'approbation des gens autour de lui et il va se façonner de telle sorte de rentrer dans ce moule, de rentrer dans cette image qui conviendra à tout le monde. Ce mec n'a aucune personnalité. Il ne sait pas qui il est. Donc du coup, je vous avoue que j'ai même du mal à croire à cette histoire de cyberbullying. Je pense qu'il l'a inventé de toutes pièces parce qu'il fallait raconter un truc aussi horrible que ces deux autres compères juste avant. Et pourtant, c'est les actions d'ados comme Charlie qui créent donc soit du coup un mal-être tellement profond que des ados se suicident, soit créer des réactions violentes, comme ça a été le cas chez Emma. Et donc ici, les personnages blancs ont le droit d'être des enfants, ont le droit d'être violents et irresponsables, mais les personnages noirs et racisés sont des adultes dès la naissance et sont responsables de leurs actes. Encore une fois, je ne veux pas minimiser l'intention ultra violente et ultra fucked up d'Emma. Ok, je ne veux pas minimiser et je ne la déresponsabilise pas de cette pensée et de cette intention. Néanmoins, il y a un double standard. Et si Emma est, je dirais, moralement problématique, mais c'est pas vraiment le terme approprié pour moi, si elle est moralement corrompue, on peut dire, par la préméditation de son acte, elle n'en reste pas moins innocente parce qu'en fait, elle n'a pas été jusqu'au bout de son acte. Elle n'a pas été jusqu'au bout de son intention. Parce qu'il y a un événement qui s'est passé entre-temps, mais j'y reviendrai après. Par son activisme, en fait, et certains diront performance, mais pour moi, c'est un activisme qui est sincère, qui est authentique. Elle cherche à compenser l'acte, à compenser la préméditation de son acte. En fait, elle cherche activement à réparer. Et ce n'est pas du tout le cas de ses 3 autres compères qui ne cherchent absolument pas à réparer, qui ne cherchent pas à s'excuser, qui ne cherchent pas à... En fait, ils cherchent plutôt à justifier, à relativiser leur acte hyper violent, dire oh, bah, j'étais jeune, j'étais une enfant, mais c'est bon, c'est du passé, etc. Non, Emma, juste après, elle a activement cherché à réparer une chose qu'elle n'avait même pas cassée en fait. Dans la Bible, Jésus dit que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Me lance ou lui lance. Parce qu'il parlait de Marie-Magdalène. Marie-Madeleine. Et en fait, je pense que la morale du film pourrait se résumer à ça. Dans le film, ceux qui n'ont jamais été jugés pour leurs faux pas sont absolument incapables d'empathie. Rachel est une Karen typique. En moins de 2 secondes, elle réussit à ramener le presque acte d'Emma à elle. Donc tout d'un coup, c'est elle qui est la victime d'une chose qui ne s'est jamais déroulée. Et tout d'un coup, c'est la faute d'Emma si sa cousine, dont personne n'a jamais entendu parler, by the way, est en fauteuil parce qu'elle s'est fait tirer dessus. Et même sa cousine, quand Charlie la croise et lui dit t'es hyper proche de Rachel et qu'elle lui dit well, that's family. What do you mean? Le truc, c'est que la réaction de Rachel quand elle entend ce secret, c'est pas de la peur en fait. C'est de la colère, c'est du dégoût. Je sais pas, mais n'importe quelle personne, je pense que la première réaction, ce serait d'avoir peur. La première réaction, ce serait de se dire « Putain, est-ce que je suis en train de manger avec un psychopathe ?»
Non, Rachel, elle est en colère. Rachel, à aucun moment, elle a peur d'Emma. Contrairement à Charlie, qui commence à cogiter, qui jette un mug où il y a écrit Coffee or I'll shoot, parce qu'il est terrifié d'Emma, qui sursaute quand Emma, elle arrive dans la chambre avec un couteau de cuisine alors qu'elle est juste en train de faire un smoothie. Charlie est terrifié d'Emma, ok? Il se repasse tous les flashbacks où elle a eu des accès de colère. Charlie a peur d'Emma, mais Rachel est en colère et Rachel est dégoûtée. Ce qui est déjà une réaction, une différence de réaction qui est hyper intéressante et qui en dit beaucoup sur les personnages et sur la relation qu'ils entretiennent avec Emma. Et en fait, c'est comme si Rachel n'attendait que ça, qu'un faux pas, qu'une seule erreur pour justement en fait prendre l'ascendant sur Emma et montrer sa supériorité morale. Et cette supériorité morale, elle se voit aussi notamment dans leur manque d'empathie. Quand Charlie et Emma racontent qu'ils ont croisé le DJ de leur mariage en train de se droguer à côté du parc et que la première réaction des gens autour de la table c'est de dire bah virez-la, il n'y a qu'Emma qui dit bah je vois pas où est le problème en fait parce que jusqu'ici elle a été hyper professionnelle. Sa consommation n'a pas été un problème dans son taf. Et en dehors de ça, en fait, elle n'est pas médecin, elle n'est pas pompier, elle n'est pas policière. Elle n'a pas nos vies entre ses mains. Elle n'est pas pilote d'avion, la go. Donc, en fait, elle fait ce qu'elle veut en dehors du taf. Et puis, en dehors de ça, la consommation de drogue, c'est mal. Mais surtout, on ne sait pas si c'est l'addiction, c'est une maladie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ostracise les gens parce qu'ils ont des maladies, ils ont des addictions? Ou en fait, est-ce qu'on les laisse faire leur taf si ça ne met pas en danger la vie des autres? Moi, je serais plutôt d'accord avec Emma. Et donc, du coup, en fait, le film pose la question de qu'est-ce qui est le plus horrible, en fait? Qu'est-ce qui est le plus socialement répréhensible? Est-ce que c'est le fait de se droguer? Est-ce que c'est le fait d'enfermer un enfant dans un placard et de le laisser pour mort because that child is dead? Est-ce que c'est le fait de laisser sa copine se faire bouffer par un chien? Ou en tout cas, ok, l'utiliser comme bouclier pour pas se faire mordre par le chien. Est-ce que c'est le fait de cyberbully un enfant? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir imaginé, d'avoir prémédité une tuerie de masse et finalement de ne pas l'avoir fait? Qu'est-ce qui est le plus répréhensible? Est-ce que parce que l'idée est ultra violente, elle est autant violente que spectaculaire, en vrai. Donc du coup, qu'est-ce qui est le plus fucked up? Qu'est-ce qui est le plus moralement et socialement répréhensible? Which one? Est-ce que parce qu'on a eu une idée ultra fucked up, on n'a pas le droit de se racheter? Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est fini? Et enfin, une autre chose, moi, que j'ai notée dans ce film, c'était l'importance de la communauté. Emma est une ado qui souffre d'une lourde solitude et qui est seule du matin au soir. Elle n'a pas de parents. Toutes les fois où on voit Emma adolescente, elle est seule, que ce soit dans la maison, que ce soit quand elle se balade, que ce soit au lycée, elle est tout le temps seule. On sait l'existence de ses parents uniquement à travers une note qui est laissée sur le frigo et de l'argent. Et c'est sa mère qui lui dit tiens de l'argent pour le dîner ce soir. Et elle lui laisse 20$. Sinon, la seule fois où on voit effectivement les parents, c'est le jour du mariage et on se dit ah ouais, putain, ils existent en fait. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de questions qui se soient posées sur la manière dont elle a perdu l'audition en fait? Parce que je sais pas, du jour au lendemain, ton enfant n'entend plus d'une oreille, tu te poses pas de questions, tu te dis pas comment ça se fait. Où sont les parents en fait? Where this little girl mother at? Where they role models at? Where's the adults? Et du coup, en fait, elle trouve refuge dans la violence, dans la culture de la violence, dans l'esthétique de la violence. Et c'est un point aussi que Charlie évoque quand il retrouve Mike et Rachel, c'est que les États-Unis, en fait, c'est un pays qui est violent. C'est un pays où il y a des communautés qui se rassemblent autour de la violence. C'est un pays où il y a des tueries de masse tous les jours, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, quand on grandit dans cette culture-là, et qu'on y rajoute aussi le manque de communauté, parfois, en fait, on va chercher cette communauté là où il ne faudrait pas. Et finalement, en fait, ce qui a sauvé Emma, ce qui a sauvé son âme, c'est que c'est pas tant le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait commis une tuerie de masse juste avant et tuerie qui a tué un de leurs camarades de classe, mais c'est surtout que ce deuil-là, en fait, il a été vécu en communauté. Quand elle s'effondre dans les bras de la meuf qui la harcelait,
Elle se rend compte déjà de la réalité et de ce que commettre cet acte signifie vraiment derrière. Mais surtout, elle se rend compte en fait qu'elle n'a pas à être seule et qu'il y a des gens en fait qui sont prêts à l'accueillir, qui sont prêts à échanger avec elle et qui sont prêts à l'avoir dans leur vie. Du coup, c'est par là que commence son activisme. Et à ce moment-là, en fait, on voit une autre adolescente. C'est le jour et la nuit. Elle est beaucoup plus solaire, elle est beaucoup plus engagée. Et moi, je le vois pas nécessairement comme de la performance, mais je l'ai vraiment senti comme quelque chose d'ultra authentique. C'est qu'en fait, elle a trouvé une communauté, elle a trouvé ces gens, ces personnes. Et donc, du coup, elle a plus besoin de se réfugier dans la violence pour s'exprimer, pour ressentir quelque chose, en fait. At the end of the day, justice pour Emma. Fuck Rachel. Rachel ne mérite absolument rien. Rachel mérite d'avoir des nuits sans sommeil, des insomnies toutes les nuits. Elle mérite d'avoir la peau qui gratte, ok. Pour les gens qui ont la peau atopique ou qui font de l'eczéma, c'est l'enfer sur Terre. Elle mérite ça. Et Charlie... Récemment, j'ai vu pop-up un terme concernant ces nouveaux films qui ont pour sujet la romance. Et c'est le terme smart romance. Et je vous avoue que ce terme m'énerve un peu parce qu'en fait, il n'y a rien de stupide ou de débile dans la romance à la base ou dans les rom-coms. Même si je ne pense pas qu'on puisse considérer The Drama comme une rom-com. Mais en fait, je pense que ce que les gens appellent smart romance, c'est les films autour de la romance mais à la A24. Donc je pense en fait à Challengers, je pense à The Materialist et je pense du coup à The Drama. Parce qu'en fait, je pense que l'idée derrière ce terme, ce serait de dire qu'on assiste à un renouveau de la rom-com, même si pour moi ces films ne sont pas des rom-com, mais on assisterait à un renouveau de ce genre sous un prisme beaucoup plus intellectuel. Et en fait, je vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir regarder une rom-com où il n'y a pas une morale, où il n'y a pas une satire ou une analyse de la société, parce qu'en vrai, de toute façon, un film va être un reflet de la société. Donc en fait, quand tu regardes, je sais pas, 27 robes, ou quand tu regardes Made in Manhattan, quand tu regardes, je sais pas, Le Témoin amoureux, Just Right, The Best Man, what else? Beyond the Light, Love and Basketball. Bref, quand tu regardes tous ces films sont une analyse de notre société, même si ce n'est pas le sujet principal du film. Et tous les films sont politiques. Dans Made in Manhattan, c'est le fait d'être une femme qui vient des classes populaires, qui tombe amoureuse d'un sénateur républicain, by the way. Républicain avec des idées de gauche, please. Et en fait, je pense que c'est juste un autre symptôme de la misogynie dans nos sociétés, c'est que tout ce qui est attribué à la rom-com est attribué à tout ce qui est féminin, et tout ce qui est féminin est attribué à tout ce qui est frivole, léger et stupide, et donc non intelligent. That's it. Après, je pense qu'effectivement, on verra de plus en plus de films à la A24 parce que ça fonctionne et que Hollywood va, comme ils disent, milk the cow jusqu'à ce que la recette ne fonctionne plus. Donc on en verra beaucoup de ce type de film. Je ne sais pas en fait ce que ça va donner. Ça reste un genre qui ne rapporte pas autant d'argent que les blockbusters. On est dans une situation économique mondiale qui est assez compliquée. Les studios cherchent à faire de l'argent à tout prix. Ce qui fait que on a beaucoup moins de diversité des genres de films qui sont diffusés sur nos écrans. Anyway, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi s'il y a des trucs dont je n'ai pas parlé et que vous avez envie d'aborder. Dites-moi si vous avez vu le film. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des choses que j'ai dites avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Parce que échangeons, toujours avec bienveillance. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bye.